Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. Anne est une femme de 53 ans. Un jour, par hasard, elle rencontre Brad Pitt sur internet, ils tombent amoureux et se mettent en couple, mais Brad Pitt a des problèmes d'argent et a besoin de son aide. Au total, elle lui envoie 830 000 euros. Anne a vraiment cru vivre une histoire d'amour avec l'acteur américain Brad Pitt. Ça, c'est une photo qu'il m'a envoyée. Je me dis, c'est des photos qu'il a fait lui-même pour moi. Donc, tout le monde a bien rigolé en se moquant d'une femme crédule qui se fait avoir par des photomontages qui ont l'air d'avoir été faits avec une version craquée de Photoshop 2003, mais c'est moins drôle quand on se rend compte que Anne est juste la victime la plus visible d'une nouvelle forme de crime organisé. Certains experts estiment que les arnaques en ligne génèrent plus de 500 milliards par an, c'est-à-dire autant que le trafic de drogue. Imaginez une industrie à l'échelle mondiale. Il y a des kits de phishing qui se revendent entre 75 et 300 euros sur Telegram. Il y a des canaux entiers où des arnaqueurs se partagent des astuces. En gros, t'as vu, on vient, on se pose dans un centre commercial, tu vas avec ton ordinateur, je te montre. Il y a des formations en physique où on vous apprend à mettre en place une arnaque clé en main. Et là, c'est bon. Tu peux faire Open Web. Tu vas avoir ton site Amazon. Ils ont un réseau complet et peuvent se procurer n'importe quoi. Je vais te donner un mec qui vend des listes de numéros. Ah ouais. Et la liste de numéros, tu vas la télécharger ici. Et dès que tu vas cliquer dessus, le truc il va directement envoyer les SMS à chaque numéro qui est sur la même liste. Ils ont même leur propre chanson pour se motiver. Fais niquer la France depuis l'étranger, on va tout manger, on va jamais changer. J'ai des choses à faire, la victime rappelle, j'active le mode ne pas déranger. On va parler de plein de techniques de persuasion différentes dans cette vidéo. Si vous voulez vous en souvenir pour identifier ces techniques quand quelqu'un l'utilise sur vous, je vous ai mis un PDF récapitulatif, c'est le premier lien dans la description. L'ambition de certaines combines est dingue. Prenez l'histoire de Alice Go. Elle était maire d'une petite ville aux Philippines et s'était servie de son autorité pour construire un centre d'arnaque qui avait fini par devenir plus gros que la ville elle-même. Le pire, c'est qu'elle n'était même pas du pays. Elle était chinoise et avait forgé des documents pour se faire passer pour une Filipina, pour se faire élire maire, pour ouvrir un énorme centre d'arnaque. Quand elle s'est fait prendre, les autorités ont saisi plus de 100 millions de dollars de biens immobiliers, voitures et hélicoptères. Tout d'un coup, on est loin du petit brouteur assis dans un cybercafé qui vous envoie des emails comme quoi son oncle lui a légué une fortune coincée à la banque. Les arnaqueurs sont prêts à déployer des moyens intensifs pour s'infiltrer dans le compte en banque d'une personne en particulier. Il faut savoir que pour en arriver à ce montant-là de 830 000 euros, ça s'est pas passé du jour au lendemain. Il y a eu 1 an et demi de travail intensif par des sociopathes sur Anne. C'est tentant de se dire que ça ne peut arriver qu'aux autres, que les gens qui se font avoir sont idiots. Et si c'est ce que vous pensez, peut-être qu'il vaut mieux fermer la vidéo ici, parce que je ne voudrais pas fracasser votre petit cocon d'autosatisfaction. Mais si vous pensez, comme moi, que l'esprit humain a beaucoup de failles de sécurité, alors la suite va vous intéresser. Parce que vous avez devant vous une industrie à l'échelle mondiale entièrement dédiée à exploiter la psychologie humaine. Et si les arnaques en ligne représentent autant d'argent que le trafic de drogue, vous pouvez parier que, quelque part, il y a un Walter White qui optimise sa dernière arnaque. Alors, comment ça marche ? Il y a plein de vidéos sur YouTube de gens qui répondent aux appels des arnaqueurs pour comprendre leur script. On a infiltré un réseau d'arnaqueurs pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces fameux SMS qu'on reçoit tous sur nos téléphones. Ce qui est marrant, c'est que les escrocs parlent sur des groupes Telegram qui sont publics, donc vous pouvez rejoindre un groupe et dire que vous avez infiltré un réseau d'arnaqueurs. Donc le premier truc que j'ai fait, j'ai téléchargé Telegram et j'ai commencé à chercher bêtement en tapant arnaque, SMS, etc. J'ai rien trouvé. Et en fait, pour être assez discret et pour pouvoir échanger entre eux sans se faire repérer, ils ont un lexique, et en fait cette arnaque, eux, ils l'appellent scam. Ce genre de vidéos sont incroyablement déprimantes à 3 niveaux. D'abord, il y a la cruauté gratuite. Ils s'amusent même à rappeler leurs victimes qu'ils ont déjà arnaquées pour les narguer. Vous pouvez me répéter le montant que vous vous êtes fait escroquer ? 8365 euros. 8365 euros, en effet, c'est une belle somme, monsieur. Eh, tu nous as mis bien. Voilà, j'étais trop refait de ouf. Ensuite, il y a la naïveté des gens qui se font avoir avec des coups de pression finalement assez basiques. Est-ce que, monsieur, vous avez fait des achats sur un site de porno gay ? Et finalement, il y a l'impuissance des autorités. Ce sentiment d'être intouchable, on peut un peu le comprendre, parce que quand on est allé voir la gendarmerie, en fait on s'est rendu compte qu'ils avaient pas beaucoup de pouvoir, parce que ces réseaux d'arnaqueurs, ils utilisent Telegram, qui est un réseau social basé à l'étranger. Ce genre d'extrait est un peu écœurant parce que le point faible dans les arnaques au téléphone, c'est pas Telegram. C'est numéro 1, que vous devez utiliser une ligne téléphonique, et numéro 2, que vous devez passer par les banques. Si la seule réponse c'est « Bah, ils ont utilisé Telegram, on peut rien faire », ça montre que ni les opérateurs téléphoniques, ni les banques, ni les forces de l'ordre ne sont assez rapides, flexibles ou franchement assez motivés pour faire face à des réseaux d'arnaques décentralisés. Le dernier point déprimant est que les arnaqueurs disent gagner des sommes énormes, ce qui est, je vous rassure,
probablement faux dans beaucoup de cas. Et il assume totalement de ne rien faire de ses journées. Lui, il dit qu'il bosse que 30 minutes par jour pour arnaquer 3000 € par semaine. Et encore 3000 €, ce qu'il nous disait en tout cas, c'était la somme minimale qu'il gagnait. Il pouvait gagner bien plus. Et il assumait totalement de ne rien faire de ses journées et juste d'arnaquer les gens. Fais gaffe Julien, j'ai déjà vu ça quelque part, le mec va essayer de te vendre une formation. Et justement, dans un autre reportage, un lycéen se vante de régulièrement faire des arnaques à 4500 €. Et là, vous avez réussi à lui prendre combien, mec? 4500. 4500. Mais il propose des formations d'1 heure en présentiel pour 90 €. Ouais frérot, je fais les formations les moins chères sur Paris. C'est 90 € la forme en réel. Comme le dit un commentaire, le mec gagne tellement d'argent qu'il se fait chier à faire une formation et à se déplacer en physique en prenant des risques, alors qu'il est soi-disant capable de prendre des 4500 € en un coup de téléphone. C'était aussi une des conclusions de l'enquête de Micode sur le sujet il y a quelques années. En fait, il galère pas beaucoup moins que si il prenait une voie plus classique. C'est-à-dire qu'il y a ce mythe que t'as le choix en fait entre le SMIC à McDo ou être blindé en faisant du scam, tu vois. Et en plus, pas forcément dans ce milieu, mais un peu dans tous les milieux des arnaques, enfin, quand j'ai vu les chiffres de combien il gagnait, c'est pas tant que ça. Exactement. Tout ce milieu est tellement sombre que j'ai envie de vous parler d'un truc plus positif pendant 30 secondes. Si vous vendez des formations en ligne, vous avez sûrement remarqué que le marché a changé. Les bonnes vieilles formations vidéo comme on faisait en 2018 ne se vendent plus aussi bien. Et c'est une bonne chose. Parce que si on est honnête, ces formations, elles ne marchaient pas pour tout le monde. Aujourd'hui, les clients préfèrent des programmes avec des étapes, de l'accompagnement et une communauté. Mais les plateformes de formation à l'ancienne rendent ça compliqué à mettre en place. Schoolmaker rend ça simple. Schoolmaker, c'est la plateforme qui rend vos formations plus faciles à vendre, en ajoutant un parcours structuré, de l'accompagnement et une communauté. Il y a déjà plus de 1600 formateurs qui utilisent Schoolmaker pour former plus de 450 000 personnes. Vous pouvez essayer Schoolmaker gratuitement pour vos propres formations en cliquant sur le deuxième lien dans la description. Revenons à nos arnaqueurs. L'arnaque la plus à la mode dernièrement, c'est l'arnaque au faux conseiller bancaire. Votre conseiller bancaire vous appelle pour vous annoncer que des prélèvements ont été autorisés sur votre compte. Il va vous aider pas à pas pour les bloquer et dans le processus, il va vous faire transférer vos codes de carte bleue ou accepter directement des virements vers son propre compte. Le formateur qui fait payer 90 € pour une formation donne ce genre de tactique incroyable. Il faut pas un script, un truc pour... Non. Tu peux avec un script, Tu vas en freestyle. tu peux en freestyle. Sortez-moi un peu, voilà, tu vois. Tu sors déjà un peu de bancaire et tout, et ça te rend c'est moi les plus compliqués. Tu les cas dans tes phrases. Les phrases, ouais. Ça fait comme si t'étais un... Après, le mec est lycéen, donc ouais, caser des mots les plus compliqués possibles sans les comprendre, c'est exactement ce que je faisais quand j'étais au lycée, et j'ai pas eu 11,5 de moyenne en philo pour rien. C'est clair que ces arnaques marchent. Par contre, il faut faire du volume, et c'est là que c'est improbable que le mec puisse réussir une arnaque à 3000 € chaque semaine en travaillant seulement 30 minutes par jour. Ça implique un taux de succès totalement impensable pour toute personne qui a travaillé dans un centre d'appel, même légitime. Ce qui est probable, si vous me demandez mon avis, c'est qu'il fait la même chose que tous les gourous à travers le monde, c'est-à-dire qu'il vous cite sa meilleure semaine comme étant sa semaine typique. Un gars qui dit faire 100 000 € par mois a peut-être un jour fait un mois à 100 000 €, mais s'il faisait vraiment 100 000 € tous les mois, il dirait plutôt 1,2 million par an parce que c'est plus impressionnant. Bref, notre arnaqueur a sûrement fait une semaine à 3 000 €, mais probablement jamais 2 mois à 12 000 €. Car oui, malheureusement, ce genre d'arnaque fonctionne parce qu'elle s'appuie sur des techniques de manipulation efficaces. D'après le lauréat du prix Nobel Daniel Kahneman, notre cerveau utilise deux systèmes pour traiter les informations. Le système 1, c'est le traitement rapide, intuitif, automatique, émotionnel. Il fonctionne sans effort et vous permet de prendre des décisions rapidement. Il fait aussi plus d'erreurs. Le système 2, c'est le traitement lent, réfléchi, logique, conscient. Il demande de l'effort cognitif, il est capable de corriger les erreurs du système 1 à condition qu'on le mobilise. Vous l'utilisez quand vous raisonnez, que vous essayez de multiplier 16 par 29 ou que vous remplissez votre déclaration d'impôt. Les arnaqueurs font tout pour que leurs arnaques ciblent votre système 1. Ils vont générer des émotions comme la peur, l'espoir, l'urgence ou les trois en même temps. Vous agissez de manière viscérale et ça peut changer la perception du risque. Et c'est ce point précis qui crée un phénomène étrange, qui est que toutes ces arnaques, elles ont l'air évidentes et basiques quand on les analyse vues de l'extérieur. La mécanique de l'arnaque consiste à créer une émotion via l'urgence et la peur. Donc, quand ça arrive à quelqu'un d'autre, vous n'avez ni urgence ni émotion, vous pouvez voir la situation de manière parfaitement logique et vous ne comprenez pas pourquoi les gens tombent dans le panneau. Regardez ce message d'extorsion à la vidéo sexuelle. Une chercheuse a souligné toutes les expressions qui cherchent à déclencher de la honte ou de la peur. Je connais ton secret et j'ai des preuves. C'est toi en train de faire des choses dégueulasses.
l'humiliation que tu vas ressentir. Quand un arnaqueur se fait passer pour votre conseiller bancaire, il utilise la même technique. Le youtubeur Cryptost a eu la patience de faire semblant de tomber dans le panneau pour obtenir l'intégralité du script pour une arnaque similaire dans le domaine de la crypto. Sa vidéo est une mine d'or pour comprendre comment les arnaques au téléphone fonctionnent, alors on va l'analyser ensemble. Je représente Stéphanie à l'appareil de la support Revoke Cash. Je vous appelle tout simplement parce que j'ai été alertée par vos plateformes de crypto-monnaie d'un transfert de fonds qui aurait été fait il y a quelques minutes. On a ici tous les ingrédients pour activer le système 1. La surprise, la peur de perdre de l'argent, l'urgence parce que ça vient d'avoir lieu. Toute la suite du script est créée pour faire monter lentement un sentiment de panique. Ils m'informent tous deux d'un mouvement suspicieux, qui en tout cas apparemment correspond pas à votre algorithme habituel. Votre algorithme habituel. Je crois qu'elle a fait la formation du lycéen de tout à l'heure. Cherchez les mots les plus compliqués. Le script commence de manière classique, par un coup de pression. Un transfert de fonds a été détecté depuis un nouvel appareil de confiance et ça a été localisé apparemment à Londres il y a un petit quart d'heure à peu près. C'est pas vous qui vous êtes connecté? Ah non, pas du tout, non. C'est assez pervers parce que le sentiment de panique n'est pas partagé par la personne qui vous appelle. Elle est parfaitement calme. À ce stade, vous avez envie de lui hurler, de bloquer toutes les transactions, mais elle ne le propose pas tout de suite. Elle fait doucement monter la sauce. Bon, rassurez-vous, pour l'instant, il n'y a pas de débit affiché, puisque la transaction a été mise en suspens, justement, qu'on ait le temps de vous avoir pour confirmer avec vous. Donc, vous allez pouvoir l'annuler. C'est une manipulation que vous faites vous-même, évidemment. Vous pouvez apprécier la petite touche de très bon goût, qui est qu'elle vous fait de la prévention anti-fraude. Elle va recommencer ça plusieurs fois au cours de l'appel. Important de préciser aussi, si jamais un jour vous recevez un appel d'une personne se présentant en tant que Binance ou en tant que Ledger directement, pour accrocher immédiatement, ça n'existe pas. Ok. Merci Stéphanie. C'est intéressant de voir qu'au milieu du script, elle demande plusieurs fois si sa victime s'est connectée il y a plus ou moins de 3 mois. En vrai, ça fait un moment que j'ai pas mis le nez dans mes comptes. C'est-à-dire plus ou moins de 3 mois. Ouais, plus pour les deux. Ouais, je suis connecté là. Ok, donc vous m'avez dit que ça fait plus de 3 mois que vous n'êtes pas connecté. Ouais, c'est ça. Mais à quoi ça sert ce genre de questions? D'après Martina Dove, qui a écrit un livre sur la psychologie de la fraude, un message déceptif est composé de 3 éléments. Déjà, il y a le message trompeur principal. Ici, c'est des transactions ont été autorisées, on va les annuler ensemble. Ensuite, il y a les messages secondaires, qui visent à renforcer la crédibilité du message principal. Ici, c'est tu ne comprends pas tous les tenants et les aboutissants de cette situation. Tu aurais dû te connecter plus souvent. La barre des 3 mois est importante, mais tu ne sais pas pourquoi. Stéphanie le sait et elle va t'aider à t'en sortir. Et enfin, il y a les signes de fuite, des comportements involontaires de la part du menteur qui trahissent ses véritables intentions. Petit exemple de signe de fuite, quand elle est mise en difficulté par le youtubeur au moment critique, Stéphanie récite son script un peu trop vite. Est-ce que vous travaillez avec Binance ou avec Ledger? En fait, Revoke Cash, c'est tout simplement un support comme Revoke Chain pour révoquer les contrats sur la blockchain. Donc en fait, si vous voulez, on travaille avec plusieurs plateformes comme Binance, comme Ledger, eToro, Crypto.com, Kraken, et plein d'autres plateformes de crypto-monnaie. Ce qui est fort dans ce script, c'est que le message trompeur principal n'est pas répété en boucle. Vous avez bien en tête que des transactions doivent être bloquées, ce sur quoi Stéphanie se concentre, c'est une quantité de messages secondaires. Et comment je peux annuler ça là du coup? Je vais vous passer au service adéquat qui va tout vous expliquer. Et là, coup de génie, elles sont deux, ce qui rend le truc vraiment crédible. C'est que, comme dans tous les services de support client, le deuxième interlocuteur vous pose les mêmes questions que le premier. Vous n'avez pas actuellement un Galaxy S22 et vous n'êtes pas localisé en Grande-Bretagne? Ah non, du tout. Et bien sûr, elle pose encore la fameuse question sur les 3 mois sans connexion. Vous m'avez dit que ça faisait plus ou moins de 3 mois que vous n'étiez pas connecté sur les deux? Ouais, même bien plus, hein. Là, vous avez deux personnes qui comprennent chacune pourquoi ce délai des 3 mois est important, mais pas vous. Ça déclenche un mélange de deux émotions complémentaires. Numéro 1, vous vous sentez bête, incompétent, vous avez un peu honte de vous. Et numéro 2, vous êtes rassuré parce que vous êtes entre de bonnes mains. Évidemment, vous allez télécharger un wallet décentralisé, qui sera votre wallet de sécurité, d'accord? Cette arnaque est en réalité assez maligne. On lui dit de télécharger un nouveau wallet sécurisé. Il s'attend à ce que ce soit un virus ou un faux wallet, mais non, c'est une application légitime sur l'App Store. L'arnaque est la suivante. On lui dit d'initialiser le wallet avec une seed phrase transmise par Binance, c'est-à-dire par les arnaqueurs. Évidemment, vu qu'ils ont la seed phrase, ils ont accès à tout l'argent qui est dans le wallet. Je trouve ça très malin, parce qu'ils me répètent 15 000 fois de ne pas donner ma seed phrase, mais là ce sont eux qui me la donnent. Et dans ce sens-là, un néophyte ou quelqu'un de pas très attentif peut très facilement se faire avoir. Et c'est une autre des raisons d'utiliser la technique du lycéen avec des mots compliqués. Ça vise à cibler les gens qui ne connaissent pas ces mots et qui donc pensent qu'un cookie peut être dérobé. Il y a sûrement eu un cookie qui s'est fait dérober. Ou pire, qu'on peut casser la blockchain. Donc vous allez devoir casser la blockchain si vous voulez les sécuriser avant qu'il y ait quoi que ce soit.
D'accord. Vous allez me dire que ça n'explique pas comment on se retrouve à virer 830 000 € sur plusieurs mois à un brouteur au Nigeria qui se fait passer pour Brad Pitt. La raison est simple, c'est que l'arnaque au faux conseiller, c'est un one-shot. C'est un coup de pression où l'arnaqueur essaie de vous faire faire une erreur dans l'urgence. Les arnaques sentimentales utilisent les mêmes techniques, mais avec une panoplie d'émotions beaucoup plus grande. Et surtout, ils travaillent la victime pendant des mois, voire des années. Souvent, sous les reportages sur les arnaques sentimentales, YouTube ajoute un numéro d'urgence avec une hotline de prévention du suicide, ce qui n'est pas le cas pour les autres types d'arnaques. La raison, c'est que les arnaques sentimentales tissent pendant des mois une réalité alternative autour de leurs victimes, avant de vider leur compte en banque. Donc imaginez l'état mental de quelqu'un après une rupture amoureuse, quand ils se sont aperçus que la personne qu'ils aimaient les trompait pendant des mois. Sauf que là, c'est 1000 fois pire, parce que la personne qu'ils aimaient n'a jamais existé et était juste créée de toutes pièces pour leur voler de l'argent. Les victimes d'arnaques sentimentales étaient déjà isolées au départ. C'est pour ça qu'ils s'agrippent à cette relation sur Internet comme à une bouée à la mer. Et là en plus, ils finissent ruinés. Je n'ai plus de toit, ma vie c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Quand on regarde les posts sur l'histoire de Anne par exemple, on voit que les gens pensent que les victimes sont forcément des personnes naïves, crédules et bêtes. Pourtant, il y a des statistiques qui sont étonnantes. Par exemple, 25% des victimes d'arnaques en ligne ont des masters et 6% ont un doctorat. Prenez le cas de Sean Haynes, ancien CEO d'une banque au Kansas. En moins de 6 mois, il a transféré à ses arnaqueurs toutes ses économies, y compris de l'argent qu'il avait mis de côté pour les études de sa fille. Et encore plus problématique, 47 millions de dollars qui appartenaient à la banque qu'il dirigeait. Alors pourquoi est-ce que ces arnaques ont l'air aussi évidentes quand on les voit de l'extérieur? La réponse, c'est qu'elles sont faites sur mesure, pour exploiter les biais psychologiques d'une personne en particulier. Prenez une analogie. Si vous vous connectez sur le compte de quelqu'un d'autre sur un réseau social, que ce soit YouTube, Instagram ou TikTok, vous allez trouver que le contenu recommandé est complètement nul et que les tactiques putaclic sont super évidentes. En voyant ça, une personne qui n'a jamais utilisé un réseau social de sa vie se dirait « Je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit que c'est censé être addictif ». Mais quand c'est votre compte, avec un algo qui optimise pour tous vos intérêts et tous vos biais psychologiques, tout d'un coup, c'est beaucoup plus difficile de vous empêcher de cliquer. Bon, je sais que dans les commentaires, 100% des gens seront 100% sûrs qu'ils ne pourraient jamais se faire arnaquer. Et certains d'entre eux auront raison. Les gens sont plus ou moins susceptibles aux arnaques, donc pour un arnaqueur, il vaut mieux se concentrer sur les cibles les plus juteuses. Mais comment identifier si quelqu'un est arnaquable juste en regardant ses comptes sur les réseaux sociaux? Le premier indice, c'est qu'il est isolé. Les brouteurs, en général, ciblent les personnes vulnérables sur les réseaux sociaux, les personnes célibataires, les personnes âgées, isolées sont leur cible de choix. Selon cet arnaqueur, les femmes sont aussi plus vulnérables aux arnaques sentimentales que les hommes. Ces journalistes ont mis la main sur des scripts qui sont distribués aux arnaqueurs pour les aider à comprendre leur cible. Scammers are reminded to dig out information indirectly from the victims so that they wouldn't feel like they're being interrogated. So for instance, if they want to find out how wealthy you are, they may ask you a casual question like, how far is your home from your office? So if you say something like, it's not very far because I drive to work, then they would have an indication that you are able to afford a car. Une fois qu'ils ont une idée de la personne à qui ils ont affaire, il y a un premier filtre. L'arnaque va durer plusieurs mois, donc il faut que ce soit un minimum rentable. If a victim earns less than 2,000 USD per month, then the scammer may drop this victim because the payoff is less. Dans le cas de Anne, les arnaqueurs ont remarqué qu'elle likait des photos de Brad Pitt sur les réseaux. Elle a d'abord été contactée par la mère de Brad Pitt qui lui envoie un message en lui disant « C'est mon fils !» Elle noue une relation pendant plusieurs semaines et puis un jour, elle lui présente son fils. Au début, Brad Pitt ne s'intéressait pas à elle. Dans les messages qu'il lui envoyait, il était même gêné que sa mère l'ait mis en relation avec Anne. La manière dont ça commence est importante. Anne n'a pas l'impression que Brad Pitt est venu à elle, c'est plutôt l'inverse. Il met du temps à s'intéresser à elle. Pendant cette phase, qui peut durer des mois, les arnaqueurs ne demandent jamais d'argent. Ils créent juste une connexion émotionnelle forte. For about 4 months, we will talk on the phone every night, at least a good half an hour to 1 hour. Sometimes he will invest more time during the day and chat with me. I didn't suspect anything at all. Voici une autre technique perverse. Beaucoup de manuels et de scripts conseillent aux arnaqueurs d'être les premiers à proposer une rencontre en personne. Quand le jour arrive, ils peuvent trouver une excuse pour annuler. Petit à petit, Brad Pitt commence à envoyer des compliments et des poèmes à Anne et à gagner sa confiance. Mais ce qui est démentiel dans cette histoire, c'est la quantité de messages secondaires. Anne, elle tombe dans le panneau justement
au fil du temps avec tous les interlocuteurs qui s'ajoutent. Il y a eu l'agent de Brad Pitt qui a été créé. Donc les gens se sont fait passer pour l'agent de Brad Pitt, donc ils ont créé le numéro de téléphone américain qui allait bien avec. Et surtout, chaque interlocuteur qui rentrait dans la spirale avait pour seul intérêt de renforcer l'existence de ce Brad Pitt. Donc il y avait par exemple le manager de Brad Pitt qui rentrait en contact avec Anne et qui lui disait écoute, j'ai pas trop le temps de te parler, Brad m'a beaucoup parlé de toi, il t'adore, mais voilà, moi j'ai pas trop le temps de te parler, salut. Les arnaqueurs utilisent une technique connue par les manipulateurs du monde entier, la technique de l'étiquette flatteuse. Ça consiste à attribuer une bonne qualité à quelqu'un pour qu'il n'ait pas envie de vous décevoir. On en avait parlé dans la vidéo sur les michtos. Vous attribuez au mec une bonne qualité et il ne veut pas vous décevoir. If I was dating someone new or you are dating someone new, you just tell him like, yeah, you really do seem like the type of man that likes to provide for a woman. Oh yeah, like you're really like a manly man, like I can see that. And he'll be like, yeah, I really am. Et dans le cas des arnaques sentimentales, l'étiquette la plus efficace à coller sur sa proie, c'est l'étiquette du sauveur. Les victimes disent souvent la même chose, elles voulaient aider quelqu'un de vulnérable. I just wanted to help him. C'est exactement ce qui est arrivé à Anne. Selon elle, elle voulait aider. J'ai juste voulu aider une personne. Anne est une femme divorcée qui a eu un cancer. Donc l'excuse sur mesure qui explique pourquoi une star richissime a besoin d'argent, c'est qu'il a un cancer, mais que son argent est bloqué dans le divorce avec Angelina Jolie. C'est un des éléments les moins crédibles de toute l'arnaque. Même si son argent était bloqué, Brad Pitt a clairement accès à des prêts bancaires et il a probablement d'autres amis qui peuvent lui avancer de l'argent. Mais ce qui est important ici, c'est que cette supercherie n'est pas avancée en jour 1, là où elle serait clairement fausse. Au moment où toutes les histoires de frais médicaux arrivent, Anne a entretenu une relation pendant des mois avec cette personne. Elle n'a pas envie de croire que tout était faux depuis le début. Donc la question, c'est comment elle en arrive là? Comment est-ce qu'un arnaqueur gagne progressivement la confiance des victimes jusqu'à en arriver au point où elles vident leur compte en banque? Ça passe par une des techniques préférées des coachs en séduction. And one technique that they will use is the mirroring technique. So if they wish for you to open up more about your past relationships, they will try to do it first by sharing about stories like if their ex cheated on them or if they went through a divorce. C'est comme ça que les arnaqueurs étudient leur proie, pour construire un profil qui a vécu des choses similaires et qui les comprend mieux que personne. Regardez cette infirmière de 38 ans, Laura, qui était dupée pendant des mois. Laura arrive à Singapour en 2015, les années passent et au bout de 6 ans, elle a l'impression qu'elle ne trouvera jamais l'amour. Une des difficultés, c'est qu'elle veut trouver un partenaire qui soit chrétien, ce qui est le cas de moins de 20% de la population à Singapour. Et, comme par hasard, After the 4th week, he told me that okay, he decided to become a Christian. Dans une interview qu'elle a donnée pour essayer d'expliquer son raisonnement, Anne mentionne spécifiquement la question du cancer. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Et pour réussir à créer l'avatar parfait, les arnaqueurs sont formés. Ils ont des dossiers avec des champs lexicaux pour pouvoir parler de tout un tas de hobbies. Les échecs, le golf, le thé. So one of the things they will do is to try to share a similar interest with you. Whatever your interests are, be it traveling, golf or tea, they would have a cheat sheet of what to talk to you about so as to sustain your interest. And this is also the time whereby they will go into deeper topics like your past relationships. Oui, Anne a envoyé 830 000 € au total. Mais ce qu'on dit moins, c'est que dès les premiers 30 000 € envoyés, elle avait déjà des énormes doutes et envoyait ce genre de message à Brad Pitt. Je ne crois plus personne maintenant, cette histoire dure depuis février dernier et elle m'a brisé. Je vais donc entamer une procédure judiciaire car ça m'a coûté 30 000 €. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Elle pensait déjà engager des poursuites, mais elle s'est retrouvée à envoyer 800 000 € supplémentaires. Comment on en arrive là? La réponse, c'est que les arnaqueurs lui ont fourni une abondance de preuves. C'était des preuves comme des passeports. Elle a reçu le passeport de Brad Pitt. Elle a reçu le passeport de l'agent de Brad Pitt. Anne faisait les démarches qu'il fallait pour tenter de vérifier la véracité des choses. Elle demandait à son interlocuteur, montre-moi ton passeport, prouve-moi que tu es telle personne, prouve-moi que tu es telle personne. Et les personnes lui prouvaient. À ce moment-là, Anne ne sait pas ce qu'est un deepfake. Elle n'a probablement jamais ouvert Photoshop de sa vie. Mais surtout, elle n'imagine pas qu'on puisse déployer autant de moyens pour une simple arnaque. Créer des fausses identités, des faux passeports, une carte d'un agent du FBI. Du FBI! Récemment, j'ai été acheter une voiture. Et c'est probablement une déformation professionnelle à force de travailler sur cette vidéo, mais une pensée m'est venue en tête. Est-ce que ce serait possible
que tout ce concessionnaire automobile soit une arnaque. Est-ce que c'est possible que je fasse le virement aujourd'hui et demain je me pointe et la boutique n'a jamais existé, tout le bâtiment est vide? Techniquement, cette arnaque serait possible, mais rationnellement, ça semblerait demander beaucoup trop de moyens de créer un faux concessionnaire automobile juste pour m'arnaquer, moi, du prix d'une voiture. Et je pense qu'on utilise souvent cette heuristique pour déterminer si quelque chose peut être une arnaque ou non. On se dit que ça serait beaucoup trop d'efforts de fabriquer autant de preuves juste pour arnaquer une personne. Évidemment, dans le cas de Anne, il y avait 800 000 € à la clé. Donc les arnaqueurs étaient extrêmement motivés pour déployer des moyens énormes. Ça me fait penser à un film que j'ai vu quand j'étais gamin, qui s'appelle Les Associés, et que je vais complètement vous spoiler, mais ça date de 2003, donc il y a prescription. Si vous voulez éviter les spoilers, sautez à ce timecode. Dans le film, Nicolas Cage est un arnaqueur professionnel avec un syndrome de Tourette et des troubles obsessionnels compulsifs. Il va voir un nouveau psychiatre qui lui conseille de prendre contact avec sa fille, qu'il n'a jamais rencontrée, parce que sa mère l'a quitté quand elle était enceinte. Au départ, il est réticent à révéler à sa fille sa profession d'escroc, mais petit à petit, elle rentre dans son monde et commence à participer à ces arnaques. Jusqu'à ce qu'une combine tourne mal et il y a un mort. Nicolas Cage se retrouve à l'hôpital et sa fille est en cavale. Lui, il est foutu. Il est à l'hôpital et les flics savent qu'il est complice du meurtre. Mais il peut encore sauver sa fille. Donc, à travers son psychiatre, il fait passer le message à sa fille de comment accéder à son coffre où il a toutes ses économies en cash. Et là, gros twist, il sort de sa chambre d'hôpital et s'aperçoit qu'il n'est pas du tout dans un hosto, mais dans un conteneur sur le toit d'un immeuble. C'était un faux hôpital, un faux meurtre, un faux psychiatre, et quand il se rue vers son ex-femme, il apprend qu'elle a fait une fausse couche à l'époque. Il n'a jamais eu de fille, et évidemment, son coffre a été vidé. Cette arnaque est réaliste pour deux raisons. D'abord, elle joue sur les faiblesses psychologiques d'un gars qui est rongé par la culpabilité d'avoir abandonné son enfant. Ensuite, elle repose sur une quantité presque absurde de preuves. Un faux psychiatre avec un faux bureau, une fausse fille qui va passer des semaines à gagner sa confiance, une fausse chambre d'hôpital avec des faux docteurs. Dans le film, Nicolas Cage est un arnaqueur professionnel, mais l'échelle de cette arnaque dépasse sa compréhension, et donc il ne voit rien venir. On peut voir les deux mêmes phénomènes dans l'histoire d'Anne. Les arnaqueurs exploitent les deux points faibles de sa psychologie, qui sont la solitude et le cancer. Et il lui donne tellement de preuves qu'elle se dit que tout ça ne peut pas être faux. Ça lui semble inconcevable que quelqu'un déploie cette quantité d'efforts juste pour elle. D'ailleurs, parfois les preuves des arnaqueurs sont réelles. Alain a été victime d'une arnaque au Bitcoin sur plusieurs mois. Quand il a eu des doutes, il a demandé un remboursement pour vérifier, et le remboursement est arrivé pour de vrai. Tout semblait parfaitement fonctionner, toute une ambiance de salle de marché, secrétariat, comptabilité. Et au bout d'un mois, j'ai eu l'idée quand même de faire la demande d'un remboursement. Dans les 6 jours, je recouvrais mes 3 000 €. Et donc, je refaisais un virement, un deuxième, un troisième, jusqu'à en arriver à 8 virements. Mais bon, ça n'explique pas vraiment comment on peut s'accommoder de photos de passeport pour envoyer des centaines de milliers d'euros à quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Et la réponse n'est pas dans les preuves. Elle est, comme souvent, dans les techniques de persuasion que les arnaqueurs utilisent tout autour pour dissiper les doutes. Les cibles subissent un processus de gaslighting avancé pendant plusieurs mois. Le gaslighting, c'est une forme de manipulation psychologique qui vise à faire douter quelqu'un de sa propre perception. Le but est de fabriquer une réalité parallèle, et dans cette réalité parallèle, la personne fautive, c'est la victime. Par exemple, un jour, Anne est tombée sur de vraies photos de Brad Pitt avec sa vraie petite amie. Quand elle le confronte, il lui envoie un deepfake d'un journal télévisé qui ressemble à ça. Mr. Brad Pitt, he is in an exclusive and loving relationship with one special individual who holds an exceptional place in their heart. Ça, c'est la preuve. Mais sans gaslight, elle ne peut pas fonctionner. Alors l'arnaqueur crée une réalité où la situation est inversée et où c'est lui qui demande des comptes à Anne et c'est elle qui doit se justifier. Elle reçoit la vidéo de la part de Brad Pitt, qui en plus de ça a le culot de lui reprocher que la vidéo est sortie et à cause d'elle. Il lui dit mais attends, mais qu'est-ce que t'as raconté aux médias? Maintenant tout le monde sait que je suis ton mari, etc. Tout le monde sait que tu es en couple avec moi. Donc il fait passer Anne pour la fautive. Anne l'explique elle-même. Elle a vécu pendant des mois dans une réalité parallèle où elle se sentait coupable. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. J'étais fautive de ces actes et en fait on me mettait la faute sur moi. Donc j'ai vécu un enfer. La culpabilisation des victimes, c'est un processus de manipulation très courant dans les arnaques en ligne. Voilà un autre exemple terrible. Un journaliste de la BBC a répondu à un message privé sur Instagram d'une certaine Jessica pour observer le déroulement d'une arnaque. Quand il envoie trop peu d'argent, il se fait rabaisser par Jessica. Jessica has now asked me to spend some money. I said I've only got £200, and what's interesting is Jessica has made me feel very poor. À la fin de l'arnaque, il révèle qu'il est journaliste à la BBC pour voir la réaction de l'arnaqueur. Et là, coup de théâtre sordide, Jessica lui répond:
tu peux me sauver, ils me forcent, ils vont me battre. Mais quand il lui demande plus d'informations pour l'aider, la réponse est laconique, sans argent, pas de négociation. C'est impossible de savoir si c'est vrai ou si c'est juste un embranchement dans le manuel qui répond à la question comment extorquer quelqu'un qui est au courant de l'arnaque. Quand le journaliste analyse le compte de Jessica, il se rend compte qu'il a généré 200 000 $ ce mois-ci depuis la Chine. La culpabilisation marche aussi pendant les arnaques téléphoniques dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, on vous demande avec insistance si vous avez fait quelque chose qui expliquerait le transfert de fonds en cours. Est-ce que déjà dans la journée, vous avez cliqué sur un lien qui vous semblait un peu bizarre où il vous demandait des informations personnelles? Des infos perso? Non, je crois pas, non. D'accord. Vous avez cliqué nulle part dans la matinée? Bah si, j'ai reçu des mails, quoi. Ah, et vous avez cliqué sur des liens? Ouais, 1 ou 2 pièces jointes, je crois. Parfois, la culpabilisation est encore plus directe avec un script comme celui-là. Je suis pas là pour discuter ou pour créer un lien avec vous, je suis là pour vous donner des faits et vous aider. Vous ne voulez pas écouter, c'est une chose. Vous ne voulez pas de notre aide, c'en est une autre. Mais ne me faites pas perdre mon temps, tout simplement. Alan Greenspan, ancien président de la Réserve fédérale américaine, a créé un modèle pour expliquer comment les actes stupides se produisent. Selon Greenspan, la crédulité n'est pas un problème d'intelligence, puisqu'elle n'indique pas une capacité à penser, mais peut être un signe de paresse intellectuelle. Peut-être que la personne n'est pas motivée à traiter l'information, ce qui conduit à des erreurs de jugement. Mais pourquoi est-ce qu'une personne ne serait pas motivée pour traiter l'information? Ça peut être qu'elle se sent coupable et a envie de se cacher. Ou peut-être qu'elle a peur et donc refuse de penser par elle-même, préférant s'en remettre dans les mains d'une personne apparemment en contrôle de la situation. Ou alors, peut-être qu'elle est déjà trop engagée dans la situation et admettre qu'elle s'est fait avoir en disant « je t'aime » à un faux Brad Pitt est trop douloureux. C'est ce qu'on appelle le biais de cohérence. Plus une personne investit du temps, de l'argent ou de l'émotion, plus elle a tendance à continuer dans la même voie pour ne pas admettre qu'elle a été dupée. Laura, l'infirmière dont je vous ai parlé tout à l'heure, a commencé à rêver un futur avec l'homme qu'elle avait rencontré. He kind of like made me look forward for future with him. Ensuite, il lui propose d'investir sur une plateforme pour construire ce futur. Elle vide ses économies, puis s'endette. Les arnaqueurs ne demandent pas toujours de l'argent directement. La demande découle souvent de conversations qui ont été construites pendant des mois. Regardez cette femme. C'est elle qui en est venue à demander de l'aide à son arnaqueur en voyant qu'il parlait tous les jours d'investissement et qu'il lui montrait de temps en temps des profits. He will not try to sell me or to get me to join. He will only show me his profits. Only after I approached him seeking his help, he took the opportunity to bring me along. Beaucoup de victimes ignorent leurs doutes parce que ça reviendrait à admettre qu'ils vivent dans une fausse réalité depuis des mois. C'est la même raison pour laquelle un entrepreneur s'acharne sur un projet qui ne va clairement pas marcher. C'est plus facile de continuer à croire que d'admettre qu'on s'est voilé la face. En tout cas, sur le court terme. Quand une affaire d'arnaque sentimentale est révélée dans les médias, les réactions ressemblent presque toujours à ça. On se moque des victimes et on les transforme en mèmes. Mais si vous regardez Anne sur un plateau télé, honnêtement, elle assure. Une fois, je suis passé sur BFM TV pour promouvoir mon bouquin et je peux vous dire que je transpirais et pas juste à cause du projecteur qui vous braque dans la gueule. Quand Anne débarque sur ce plateau télé, elle est la risée de tout le pays. Et pourtant, elle s'exprime extrêmement bien. À mon grand désespoir, c'est que il faille en arriver à là, c'est-à-dire que cette affaire soit médiatisée à l'international pour que la justice prenne mon affaire au sérieux et s'occupe véritablement de mon affaire. Donc Anne est loin d'être idiote, mais les gens qui se moquent d'elle préfèrent le croire. Ça s'appelle l'hypothèse du monde juste, la croyance selon laquelle les gens obtiennent ce qu'ils méritent et méritent ce qui leur arrive. Autrement dit, si quelqu'un se fait arnaquer, c'est qu'il a dû faire quelque chose pour le mériter. A l'inverse, si je suis une bonne personne, il ne m'arrivera rien de grave. L'hypothèse du monde juste est une des raisons pour laquelle les victimes ont honte de parler. Mais surtout, c'est une croyance qui fait partie du problème parce qu'elle nous rend vulnérables aux arnaques. Les gens qui croient au monde juste pensent que leur honnêteté ou leur intelligence les protège. Et si vous pensez que les arnaques touchent les naïfs, les cupides, ceux qui cherchent les gains rapides, vous risquez de vous enfermer dans une fausse impression de sécurité morale. C'est pour ça que la prévention à la fraude actuelle n'est pas efficace. Je vous ai montré tout à l'heure que les arnaqueurs eux-mêmes ont le culot de vous servir les mêmes discours que ceux qui vous disent de vous méfier. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous connectez à une Wi-Fi publique, des fois il y a plusieurs fois la même, avec le même nom ou quoi, et des fois c'est des Wi-Fi qui peuvent être frauduleuses pour rentrer justement dans vos données et prendre ce qu'il y a à prendre malheureusement. Et c'est pour ça que, selon Anne, on aurait tous pu se faire avoir. Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Anne nous dit, si vous aviez été à ma place, vous seriez aussi tombé dans le piège. Mais vous regardez les photomontages et vous vous dites que c'est impossible. Alors oui, Anne exagère. Elle était particulièrement vulnérable.
parce qu'elle coche toutes les cases pour un arnaqueur. Une femme isolée de plus de 50 ans, qui avait accès à plus de 800 000 € et qui avait probablement des vulnérabilités psychologiques plus fortes que la moyenne. Mais après avoir regardé ces différentes interviews, elle semble avoir raison sur le fait que, en dehors de ça, elle est une personne assez normale. Donc la question n'est pas de savoir si vous seriez tombé dans l'arnaque du faux Brad Pitt, parce que non, évidemment, cette arnaque elle a été faite spécifiquement pour Anne. Et personnellement, je préfère DiCaprio. La question est la suivante. Si une équipe de sociopathes, experts de la manipulation, se dédiait pendant plusieurs mois à tout savoir sur vous et à créer une arnaque sur mesure pour exploiter vos biais psychologiques, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que vous êtes sûr de n'avoir aucun biais, aucune vulnérabilité, aucune peur qui pourrait être exploitée? Parce que c'est ça une arnaque sentimentale. Elle est personnalisée, taillée sur mesure pour s'emboîter dans vos peurs, vos désirs, vos vulnérabilités. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que je voulais en finir à chaque fois, je le mettais à la porte et il revenait par une autre fenêtre. Laura, l'infirmière dont je vous parlais tout à l'heure, est seule à Singapour depuis 6 ans. Elle tombe sur un homme qui s'intéresse à elle, partage ce qu'il cuisine, lui demande des nouvelles. Dans une ville fourmilière, où elle ne fait que travailler pendant le Covid, elle tombe sur une personne qui s'intéresse à elle pour la première fois. You feel attachment, like every day there's someone to ask how are you, what are you doing. Elle en ressort avec une lucidité sur ce qui s'est passé. When you don't get scammed, it's not because you are very clever. It's just that because the script that they use on you doesn't suit you. Ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est une industrie artisanale qui est sur le point de mourir et d'être remplacée par quelque chose de beaucoup plus dangereux. ChatGPT est déjà plus empathique qu'un médecin, et les LLM seront bientôt plus efficaces qu'un esclave dans un camp de travail pour créer des arnaques sur mesure. Bientôt, ce sera trivialement facile de transformer ces manuels en prompts et de créer un agent IA dédié à créer une arnaque spécifiquement pour vous. Oui, vous. Peut-être que vous ne tomberez pas dans le panneau la première fois ou la 10e, mais l'IA a toute la patience du monde et s'acharnera sur vous pour le restant de votre vie. Alors peut-être que vous pensez être une de ces personnes qui ne sont pas influencées par la pub, qui ne sont pas vulnérables aux arnaques et qui peuvent prédire la prochaine crise financière à tous les coups. Mais pour le reste d'entre nous, il va falloir faire gaffe.